Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Ce qui est rassurant, en quelque sorte, avec ce régime, est qu'on le voit toujours venir de loin. Et on l'entend aussi, avec ses gros sabots. Et plus il croit pouvoir nous tromper, avec ses grosses ficelles et ses fausses bannières cousues de fil blanc, et plus il est tel qu'il est, manipulateur gauche, avec ses grosses paluches qui bousculent tout sur son passage, qui piétine la dignité, écrase les rêves et les espérances, effarouche les sensibilités et sème l'effroi dans le cœur des hommes. Mais cela ne l'empêche pas, ne l'empêche nullement, cet éléphant dans un magasin de porcelaine, de se croire fin stratège, manipulateur florentin, qui sait si bien rouler tout un peuple dans la farine, puisque cela lui a réussi malheureusement pendant si longtemps, des décennies entières. En fait, ce régime est dans cette suffisance, dans l'ignorance de sa totale impéritie, de son incompétence crasse, même pour tromper les gens, parce qu'il est dans l'ignorance la plus totale sur ce qui lui a permis jusque-là de pouvoir tromper les Algériens. Il ne sait pas que les Algériens sont tombés dans son panneau parce qu'ils lui faisaient confiance, parce qu'il usait avec eux d'un discours qui se réclame de la révolution de novembre, des chouhada, et qu'il leur fourguait en dose massive le poison du nationalisme étriqué et de tous ces sentiments qui rasent les murs de la vraie vie, qui suintent de nos humeurs les plus glauques, qui se nourrissent de haine et d'acrimonie. Oui, ce régime a réussi à altérer le discernement des Algériens et à les fourvoyer dans le doute, dans la crédulité, un peu comme diluer une goutte de poison très violent dans un tonneau d'eau. Et c'est toute l'eau qui est altérée, polluée. Mais le mensonge a la vie courte, dit-on. Et c'est en cela que le Hirak a réellement révolutionné les mentalités et qui a éventé la nature profonde de ce régime, son recours à la mémoire collective, à la subversion, à la division des citoyens. Pourtant, malgré cette véritable révolution dans les perceptions même des opinions publiques et dans leur compréhension profonde de ce phénomène qu'est la manipulation, ce régime continue quand même de recourir aux mêmes méthodes pour tromper les Algériens encore et encore. C'est le cas présentement avec cette décision toute récente du régime de suspendre à partir de demain tous les cours dans toutes les écoles, les collèges, les lycées pour une durée de 10 jours. Encore une arnaque qui veut se donner des allures de salubrité publique pour soi-disant empêcher la propagation du virus. Mais tout le monde aura compris, bien évidemment, que cette mesure procède d'une toute autre intention, pour commencer dès maintenant à miner le terrain, empoisonner le climat social et susciter les peurs en prévision d'une probable reprise du Hirak le 22 février 2022. Mais pas seulement, puisque cette mesure pourrait procéder aussi d'une intention de contre-feu pour tenter de déstabiliser les mouvements sociaux au sein du corps enseignant et qui menace de prendre une très grande ampleur et qui pourrait donner le signal à une protesta sociale généralisée à tout le pays. Lutter contre la propagation du Hirak dans un pays où c'est l'anarchie la plus totale, où les bus sont bondés, où les files d'attente pour des produits alimentaires sont énormes, où le port du masque n'est pas obligatoire, où les hôpitaux sont en déshérence et surtout où le niveau de vaccination est l'un des plus faibles du monde.
et c'est dire. 60 شريط دار فيها جنان بلا الاسوار نسقي بدم الاحرار دار داري من الفرحه نسى بدات تولول قلت نبنيها من الاول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرة مور داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري قلت نبداها بالجردينة نغرسها نرجعها زينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية تلفت لي بالعربية والدار داري دار داري فوتنا يا مات ملاح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة نتقسموا الفراح والدار داري عشنا بقدر وحرمة عيلة كبيرة ملمومة عطونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري الخوا بداو ينوضو حبوا رايهم يفرضوا في داري طفاو الضو الدار داري طاحوا عليا بالقزول ولادي عن بالهم جا الغول كي شافوا خوهم مقتول والدار داري والدار داري حرام من داك جاني خدام جرفت في يدو حمام ابدا هادي بالسلام والدار داري قالي خوك هذا اسمحلو بابك لازم تفتحلو شوية من الرزق اكتبلو دار داري دار داري دار داري قال لي نعاود لك الاسوار قيمتها شوية دينار قريب ريب قاع الدار الدار داري جاب حبابو في لما هلكوني وخلوني تما انا ولادي في غما الدار داري دار داري قتلولي ولادي بالجوع والخير عندي من كل نوع ليهم حلال ليا ممنوع دار داري على جالهم وليدي هرب عند الجيران تغرب البحر والموجة تضرب دار داري دار داري دار داري مرضي كبير ما يداوى ولادي كانوا خوا غرسوا فيهم العداوة والدار داري قسمونا كل واحد في بيت اللي دارها وهو خبيت ضرحت فيكي للزيت الدار داري دار داري ولادي بداو الحركة قالوا يتنحوا قاع بالضحكة ضحكة الدار البركة والدار داري دخلوا لهم شر خصم الدقة حبوا يفسدوا العلاقة نصهم خاين نص سرقة والدار داري دار داري والدار داري اليوم جابوني برا كثرت الحسد والحجرة في داري السرا ما السرا والدار داري إن شاء الله نرجع كشنها ولادي فاقوا ورجعوا كبار واحد ما يخرجهم الدار دار داري دار داري دار داري. Au sujet du match qui n'est pas encore fini, le match de l'équipe nationale, j'aimerais vous dire que mon sentiment, c'est que la fierté d'être et l'espoir de pouvoir se distinguer parmi les nations ne doit pas seulement résider dans cette volonté farouche de gagner un match de football à quelque niveau que ce soit. La fierté d'être et l'espoir de se distinguer positivement, favorablement, avec amour, avec la science, avec le progrès, avec la lumière au sein des nations, c'est par
le mérite, c'est par la dignité, c'est par le travail, c'est par la liberté, c'est par cette exigence farouche de ne pas se laisser opprimer par une mafiocratie. C'est vouloir vivre digne parmi les hommes, vouloir vivre dans son pays sans se jeter dans la mer pour essayer d'aller vivre chez les autres dans cet Eldorado factice. Match de football ne devrait être qu'un match de football. Ça devrait nous faire plaisir, nous ravir, mais pas plus. Il y a des choses autrement plus graves, plus nobles, plus grandes qu'un match de football. Samhouni, je voulais vous le dire. Je voulais aussi souhaiter un prompt rétablissement à notre ami Adel Jabbar, qui est malade depuis plusieurs semaines aujourd'hui, et donc l'état ne s'améliore pas. Je voulais aussi saluer la mémoire de grands martyrs d'Idouche Morad, un des 6 fondateurs de la révolution algérienne, du FLN. Hier, nous avons commémoré le 60e anniversaire de sa mort. Responsable de la zone 2 durant la révolution algérienne, Didouche Morad est tombé au champ d'honneur le 18 janvier 1955 pendant la bataille du Douar Souadq près de Constantine, rappelant qu'il est originaire de Condé Smendo aujourd'hui, qui porte son nom, Zéro Diouf. Suspension de la scolarité en Algérie pour cause de Covid, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans cette émission par Skype ou par téléphone le docteur Hussein Ait Mohand, médecin en France, docteur Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie à Alger, docteur Hamid Mhenni, médecin en Suisse, docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin à Ain Blila. Et nous allons commencer par le docteur Hussein Ait Mohand. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, docteur Hussein Ait Mohand, voilà qu'on vient de décréter en Algérie 10 jours de cessation de scolarité pour tous les paliers, primaire, moyen, secondaire, et nous dit-on pour 10 jours. D'abord, on ne comprend pas pourquoi maintenant les écoles, pourquoi 10 jours, pourquoi ne pas avoir laissé ça jusqu'à nouvel ordre. Et pourquoi seulement les écoles? Alors, dans un pays où les chaînes sont interminables, où la cohue est partout, où les bus sont bondés, où les souks fourmillent de gens sans aucune protection ni distance sanitaire, où le port des masques n'est pas respecté, même pas observé. À votre avis, quel est le but de cette mesure? Est-ce qu'elle vise autre chose que la salubrité publique? Moi, je pense que la salubrité publique, pour ces décisions, elle n'a rien à voir dans ce qu'ils ont décidé. Ce qui est absolument incroyable, je dis bien incroyable, le Covid existe maintenant dans le monde entier. En Algérie, ça fait 2 ans. Le monde entier se réunit, cherche toujours la meilleure méthode pour pouvoir gérer cette situation de pandémie, sauf l'Algérie. L'Algérie, du jour au lendemain, voilà, boum, on dit 10 jours. Ça pouvait être 15 jours, ça peut être un mois, ça pouvait faire 3 jours. Ils sont un groupe à décider, et je me demande vraiment, et je mets en doute la compétence des décideurs, parce que si jusque-là, dans les problèmes du Covid lui-même pour la population générale, ils n'ont pas été à la hauteur. D'ailleurs, la vaccination est extrêmement faible. Je vais vous donner juste un chiffre par rapport aux autres pays du monde. On ne va pas se comparer, mais l'Algérie, pour voir combien de gens ont fait le rappel, c'est-à-dire les vaccinations plus le rappel, c'est du 0,1%. Je dis bien 0,1%. Tout ça pour laisser le temps... Ça veut dire c'est de 0 à 1% ou 0,1%? Je n'ai pas bien compris.
non, mais vous allez comprendre, c'est 0,1% de gens Oh là là. vaccinés complètement, rappel compris. Les gens qui ont fait la vaccination, ils sont entre 13 et 15% de tous les Algériens. Mais ceux qui ont fait le rappel aussi, c'est-à-dire la vaccination complète, c'est du 0,1%. Donc, Ça veut dire, pour qu'on se comprenne bien, c'est le dixième de 1%. oui, C'est le dixième exact. de 1%. C'est incroyable, Vous avez c'est été- Vous énorme. êtes toujours très bon de ce qu'en mathématiques, ainsi de chez nous. Sauf les décideurs algériens qui n'ont pas honte de publier ces chiffres-là. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que, par exemple, on décide pour les autres 10 jours de fermeture, pour répondre à votre question. En France, Oui. par exemple, dans tous les pays, on respecte les gens et ils ont fait des protocoles. Le protocole, c'est-à-dire qu'il y a eu discussion, c'est-à-dire qu'il y a eu consensus, il y a eu des pour, des contre. Le présentiel, c'est l'essentiel de la doctrine française à l'école. Il faut ne pas faire perdre l'école aux enfants. Maintenant, il ne faut pas que ça soit au détriment de leur santé. Donc, ils cherchent. Donc, le protocole, il y a plusieurs niveaux. Il y a même 4 niveaux de protocole, suivant la région où on est, suivant la forte incidence du Covid, etc. Nous, du but en blanc, il y a 3 jours, monsieur le président dit, j'insiste et je redis, etc., que la santé en Algérie est la meilleure d'Afrique. Voilà. Et là, Mais, docteur Ait Mohamed, il y a une question que je voulais vous poser. La vaccination en Algérie n'est pas obligatoire. Et il y a pire que ça, des millions de doses ont été périmées parce que les Algériens refusent de se faire vacciner, ils ne font pas confiance au régime. Mais il y a un point que je voulais vous soumettre pour que vous me disiez votre avis qui est totalement choquant. Ça veut dire alors que la vaccination n'est pas obligatoire en Algérie, alors que presque personne ne se vaccine, pour les Algériens qui vivent à l'étranger, qui veulent rentrer en Algérie, ou pour les Algériens qui sont en vacances à l'étranger, qui veulent revenir chez eux, il y a l'obligation de présenter un passe vaccinal, sinon ils ne sont pas admis dans leur propre pays. Moi je connais quelqu'un qui voulait rentrer d'Espagne il y a 2 jours, après avoir été bloqué en Espagne pendant plus d'1 année et demie, il se présente au bateau avec sa voiture. On lui dit non, votre pays refuse de recevoir quiconque sans passe vaccinal, alors que ce n'est pas obligatoire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que c'est légal? Est-ce que sur le plan du principe, ça peut être admis? Docteur Reitman. alors, l'équipe qui entoure M. Tebboune et Tebboune lui-même, s'ils sont capables de nous expliquer, j'applaudirai jour et nuit. Mais ils ne sont même pas capables de comprendre ce qu'ils décident. Ce que vous dites est une aberration totale. Jusqu'où on va accepter que ces dirigeants, des incapables qu'ils sont dans plusieurs domaines, comment voulez-vous que nous, les Algériens, on se la ferme, alors que si on parle, on dit un mot, on est taxé, on est pris à la prison de choléra ou à Al-Harrach. Où va-t-on comme ça, messieurs les dirigeants, les décideurs algériens? Et puis, nous avons marre de voir vos gueules, je dis bien vos gueules à la télévision, puisque vous ne servez à rien. Mettez-nous des autres têtes, comme nous, des Algériens, qui nous parlent, qui fassent des trucs à la télévision comme vous faites actuellement, des tables rondes et de téléphones qui fonctionnent pour que les Algériens s'expriment. Puisqu'ils ne peuvent pas le faire dans la rue, ils vont à la prison, ils posent des questions. Moi, si demain, je me demande, si demain j'atterris à l'aéroport d'Alger, si on ne va pas mettre les menottes pour ce que je dis actuellement. Jusqu'à quand on va vivre cette misère? Quand on voit, comme vous dites, les aberrations, ce qui se passe en Algérie, dans tous les domaines, mais je ne vais pas rentrer dans le reste, on est là pour votre question, eh ben, c'est de l'aberration. Et je reviens à vous dans un moment. Hussein Ait Mohamed. Docteur Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Amira, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir aux auditeurs et à vos invités. Comment ça va, monsieur Pechenouf? Ça va très bien, Amira, et vous-même?
لاباس هكا ولا كثر كما الحمد قال لله. جداتي. هكا ولا كثر. بصح ما كاش كثر. بصح ما كانش كثر مع هاد العباد هذا. Amira, je voulais justement, parce que beaucoup de gens se posent des questions sur une rumeur qui circule sur votre compte. Je voulais vous demander franchement, directement, en direct, on est en train de répandre sur vous une rumeur comme quoi vous vouliez ça veut dire émigrer clandestinement, prendre la barque et partir en Italie avec vos enfants. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous affirmez cette rumeur? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mes enfants sont scolarisés en Algérie. Je n'ai pas essayé de partir en tant que haraga. Il y a quelques mois, j'avais j'avais pris un billet comme n'importe quel Algérien aurait pu prendre un billet pour voyager, quoi. Et on m'a bloqué à la PAF aux frontières et on m'a interdite de sortie de territoire. Et ça m'a fait sourire d'entendre l'intervenant juste avant moi, mon confrère, qui disait moi j'ai peur de rentrer chez moi, j'ai peur qu'on me mette les menottes et moi de l'autre côté on me laisse pas sortir. Donc en fait en termes de droits citoyens on est logé à la même enseigne. Donc on m'a empêché de sortir de manière légale, mais je ne vais pas partir de manière illégale parce que j'estime que je n'ai rien fait d'illégal pour aller jusque là. Bon, maintenant ceux qui n'ont pas d'autres opportunités, qui se jettent en mer, je peux comprendre, mais moi j'allais voyager de manière légale avec mon carnet de vaccination, mon autorisation, c'est-à-dire tout était ok. On m'a bloqué, puis on m'a envoyé un commandant pour me dire que que malheureusement j'étais interdite de sortie de territoire, alors que je n'ai pas, à ma connaissance d'ISCN, du moins on ne m'a pas informé que j'en avais une, voilà. Mais sinon, non, je n'ai pas essayé de quitter le territoire de manière illégale, non. C'est faux. Ces rumeurs sont sorties hier, bizarrement, parce que peut-être que, bon, j'ai commenté un petit peu sur chez vos confrères, hein, les gens de Radio M, hier après-midi sur le CPP avec Monsieur Qadi Hassan, il y avait aussi les invités Mohsen Belabbas et puis des journalistes, etc. J'ai commenté un petit peu, j'ai donné mon avis. Ça n'a pas dû plaire et puis donc on a un petit peu instruit les médias poubelles pour dire que je voulais quitter le pays, mais pas de manière illégale. Mais non, je ne quitterai l'Algérie jamais de manière illégale. Je sortirai de manière légale et je rentrerai de manière légale à chaque fois pour pouvoir rentrer, voir ma mère, sortir, voir mes amis, les gens que j'aime. Et puis voilà, je suis censée être libre d'aller où je veux de manière légale. Mais Amira, avant de revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et pour parler de ces gens qui viennent de vous prendre en charge, hein, entre guillemets, comme on dit, dès que vous bougez un peu, dès que vous branchez, on vous prend en charge d'une façon ou d'une autre, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est quoi cette attitude de ce régime qui incarcère les gens par centaines? Il y a plus de 300 prisonniers politiques aujourd'hui dans les prisons du régime, de façon tout à fait abusive, illégale, violente. Et qu'est-ce que c'est que cette façon de persécuter les gens, de les harceler, de les empêcher de s'exprimer? C'est de la panique, c'est de la peur. Ils ont peur d'une reprise du Hirak. C'est la guerre des clans qui se décline de ces façons. Qu'est-ce que c'est tout ça, Amira? Je pense que bon, c'est un petit peu des représailles, d'abord par rapport à un peuple qui à un moment a osé se révolter tout simplement par rapport à tout ce qu'on nous a fait vivre ces 20 dernières années et plus que ça. Mais bon, c'est une sorte de, bon, entre guillemets, un cinquième mandat qui ne dit pas son nom, parce que le système, je n'ai jamais été pour la chute du régime, hein, j'ai toujours été pour le changement de système, changement de mentalité, changement de régime, mais rien n'a changé. On nous parle d'Algérie nouvelle, mais il n'y a pas d'Algérie nouvelle. C'est une sorte de continuité, mais dans la pourriture, parce qu'à la limite, tout ce qui se passe en ce moment est pire que tout ce qu'on a pu vivre sous Bouteflika. Je pense que on a souvent discuté, Monsieur Benchenouf, sur votre plateau depuis 2014, mais jamais on a assisté à autant d'interpellations, autant de répression, autant de journalistes en prison. Même Bouteflika n'en a mis que 1 ou 2 maximum, et on s'est révolté contre lui parce que non seulement il était malade, parce qu'il y avait du pillage, parce que rien n'a été investi pour qu'on puisse ne plus être dépendant des hydrocarbures, rien n'a été investi
pour les générations futures. Et puis on s'est révolté pour cette raison-là et pour avoir le droit aussi de choisir notre destin. Mais malheureusement, ils n'ont pas accepté. Puis bon, le Covid aidant, c'est vrai que ils l'ont un petit peu instrumentalisé pour aller dans la répression. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de militants aujourd'hui, des chefs de parti, des journalistes qui se retrouvent derrière les barreaux sans aucune raison. Et puis voilà, ils continuent, mais vraiment en moins bien que Bouteflika. À la limite, ceux qui nous disaient un jour vous regretterez Bouteflika, je préférais son cynisme et son machiavélisme que la médiocrité qu'on vit en ce moment. En tout cas, je salue votre courage et salue le courage de tous nos invités qui s'expriment. Monsieur Benchenouf, laissez-moi mon quart d'heure. Oui. Allô? Oui. Laissez-moi quand même ma petite parenthèse en tant que médecin. Oui, justement, j'allais revenir pour la question, mais je tenais à vous saluer votre courage, à saluer le courage des intervenants qui viennent dans nos émissions, sachant qu'ils risquent très gros. Je le dis comme ça. J'ai même quelque part mauvaise conscience quelque part de vous inviter, je ne vous le cache pas. Mais sinon, Amira, non, vous n'avez pas à voir. Oui, je vous écoute. Oui, alors cette mesure de suspendre la scolarité de tous les enfants scolarisés depuis le primaire, moyen, secondaire pour 10 jours, nous dit-on, d'après vous, je trouve c'est motivé par quoi ça? Oui, motivé par quoi? Alors, est-ce que c'est par ignorance ou est-ce que c'est parce qu'on nous prépare quelque chose? Je n'en ai aucune idée. Depuis plusieurs jours déjà, je voyais ça venir et puis j'arrêtais pas d'écrire sur la toile que j'étais contre la fermeture des écoles pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai qu'au début tous les pays ont tâtonné quelque part par rapport à ce virus qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas et nous n'avions rien pour le combattre. Et c'est vrai que chacun a pris des décisions parfois à l'emporte-pièce. Mais aujourd'hui qu'on a assez de distance, assez de recul pour prendre les décisions et puis voir à chaque fois les pays qui subissent les vagues avant nous, car la 4e vague en Algérie n'est arrivée qu'après qu'elle soit passée au niveau de l'Afrique du Sud et puis après elle a atteint l'Europe et à chaque fois on vient en 3e, 4e, voire 5e position pour pouvoir avoir la marge de manœuvre de décision et pouvoir décider. Ce virus Omicron qu'on décrit comme étant beaucoup plus contagieux, certes, mais beaucoup moins létal, n'aurait pas dû entraîner la fermeture des écoles ni un quelconque confinement. Personnellement, j'avais été contre tout confinement dès le début par rapport à notre situation économique et que le confinement en Algérie, comme on l'avait vécu en 2020, a entraîné beaucoup de familles, des millions de personnes dans la précarité. Déjà que notre situation économique n'était pas à la hauteur et nous avons eu à voir que des gens souffraient beaucoup par rapport au virus et non pas de manière sanitaire mais de manière économique. Voir aujourd'hui qu'on ferme les écoles et quelque part parce qu'il faut savoir, parce qu'on me dit oui voilà, bon il y a des enseignants qui disent oui mais voilà on est malade et tout, mais je le vois autour de moi, on le voit tous que finalement Omicron, d'abord il n'atteint pas de manière compliquée du moins les enseignants qui sont censés avoir été vaccinés à la rentrée scolaire et c'est ce qu'avait dit le ministère de l'Éducation nationale au mois d'août. Il les avait incités à la vaccination avant la reprise de l'école. Donc, ils sont censés avoir pris leur premier vaccin et le deuxième rappel. Et le troisième est censé arriver après 6 mois après le deuxième. Donc, normalement, c'est ça qu'on aurait dû préparer. Aujourd'hui, cette fermeture, moi, je ne la comprends pas. On est en train de sanctionner des enfants. Moi, j'écrivais à chaque fois que nous avons continué à étudier, que ce soit quand il y a eu des tremblements de terre et que les écoles ont été occupées. On a continué à étudier pendant la période de terrorisme. On a toujours continué à étudier. Cette fermeture n'explique rien du tout, d'autant plus qu'on n'a pas jusqu'ici vu l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants. Donc cette décision ne rime absolument à rien. Et sincèrement, oui, j'ai passé la soirée d'hier à écrire et à dénoncer cette fermeture-là. Et puis je ne parle pas en tant que parent d'élève. Moi, c'est vrai que je suis maman de 2 garçons qui sont scolarisés, mais moi, mes enfants ont la chance d'être scolarisés dans une école privée et donc qui peuvent à la limite étudier à distance, mais ils ne font partie que d'une minorité. La majorité des écoliers algériens sont dans l'école publique et l'école publique ne peut pas assurer les cours à distance. Donc ils sont censés être à l'école et on sait aujourd'hui, moi mon fils
Le plus jeune d'entre eux a fait son petit Covid aujourd'hui avec Omicron, qui se résume à un rhume. On l'a vu, on voit les études, il n'y a pas une soirée où je m'endors sans avoir écouté ce qui se passe dans les autres pays par rapport aux différents variants. Et l'Afrique du Sud a dit clairement que le variant Omicron était beaucoup moins dangereux et que il avait une contagiosité élevée et ne concernait pas les vaccinés. Malheureusement, concernant la vaccination, c'est vrai qu'il y a eu une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, et malheureusement, les gouvernants n'ont pas pu convaincre les Algériens, parce que les Algériens sont sortis du Hirak Amira, en rejetant. Amira, est-ce que vous pourriez rester avec nous toute l'émission pour que je puisse revenir vers vous, parce qu'il y a des questions vraiment intéressantes que je voudrais vous poser? Je suis avec vous, je continue. Je suis là. Parfait, restez avec nous alors. Je reviens à vous. Okay. Alors, avec nous, le docteur Hamid Mhenni, depuis la Suisse. Hamid Mhenni, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal et mes salutations à tes invités, la doctoresse Bouraoui, le docteur Ait Mohand et puis le docteur Mohamed Lamine Chiban. Et à tous vos téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, d'abord, nous étions en train de parler de cette mesure qui vient d'être annoncée, de la fermeture des écoles, des collèges, des lycées pendant 10 jours. D'abord, pourquoi 10 jours? Pourquoi pas jusqu'à nouvel ordre? Et puis ensuite, pourquoi seulement les écoles et les collèges et les lycées dans un pays où il n'y a pas de port de masque obligatoire, où il y a de la foule partout, il y a de l'anarchie, des files d'attente pour le lait, pour l'huile, pour n'importe quoi, des souks bondés de gens. Et là, on nous dit que ça doit être fermé pour éviter la propagation du virus, à un moment où l'opposition est en train d'avertir, la vraie opposition, que ce régime est paniqué à l'idée de la reprise du Hirak pour le 22 février et qu'il est en train de faire feu de tout bois pour essayer donc de saquer ces initiatives, mais aussi on nous dit qu'il est possible qu'il soit très gêné par le mouvement annoncé, le mouvement social annoncé des enseignants qui menacent d'entrer dans des grèves très dures et très massives, et que ce serait aussi pour les déstabiliser, pour essayer d'empêcher que ce mouvement social ne se propage à d'autres secteurs. Votre avis sur la question d'abord? D'abord, moi je trouve que c'est une mauvaise décision de vouloir mettre en congé les élèves de primaire, du cycle et du secondaire. Il me semble que s'ils les mettent en congé, prenez l'exemple des familles. Ils vont pas aller à l'école, mais ils vont aller jouer avec d'autres enfants. S'ils portent le virus, ils vont contaminer encore plus d'enfants dans leur famille. Ils vont avoir une dizaine de jours où il y aura plus une dissémination, comme vous l'avez souligné, et puis mes collègues l'ont dit avant moi, c'est que c'est une très très mauvaise décision qui va impacter surtout les enfants et le virus, surtout l'Omicron qui lui est hyper contagieux puisque le nombre de cas double tous les 2 jours et demi à 3 jours. Donc pour moi, franchement, je trouve que c'est une mauvaise décision. Mais que voulez-vous? Ce pouvoir n'a pas investi dans la santé des populations, notamment dans cette frange de la population qui sont les moins de 18 ans, puisque vous savez qu'il existe un vaccin, celui de Pfizer, qui est appliqué, il est efficace entre 5 et 11 ans, où il y a des moyens, mais en Algérie, malheureusement, le pouvoir ne fait pas ce qu'il faudrait et il le clame tout et tout fort que comme quoi le système de santé est l'un des meilleurs en Afrique. Que voulez-vous que je vous dise? Quand ce pouvoir n'a pas une stratégie globale pour pouvoir faire face à cette pandémie, moi, à mon sens, il va faire du bricolage et le plus facile et qui fait aussi son affaire, c'est surtout le fait d'envoyer les enfants chez eux. Parce que vous l'avez dit, le Hirak ou les marches du Hirak risquent de reprendre
en ce mois le mois prochain de février. Et donc pour eux, c'est une façon de terroriser d'abord, puisqu'ils arrêtent durant la nuit des activistes, toute voix qui s'oppose à ce régime. Et donc, là, ils veulent mettre la peur pour que la peur change de côté et elle va du côté du peuple. À mon sens, s'ils croient que la force est le seul moyen pour pouvoir régler une question qui est éminemment politique, ce pouvoir se trompe. Mais malheureusement, vous savez qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire l'histoire. Que sont devenus les dictatures, les dictateurs qui ont utilisé ces mêmes méthodes. Là, malheureusement, ce pouvoir n'a pas cette approche de vouloir comprendre ce que veut dire l'histoire et qu'ils pensent qu'ils seront intouchables, comme ils pensent que ce peuple ne pourra jamais se révolter. Il a pensé déjà, mais il s'est révolté, il a osé dire non à ce régime. Et donc, du coup, je vois mal comment il peut s'en sortir en utilisant cette stratégie dite répressive. Et cette répression, malheureusement, comme vous l'avez souligné, c'est plus que 320 détenus qui sont emprisonnés, et sans compter ceux qui sont poursuivis par la justice et avec des amendes, des histoires à ne plus en finir, des contrôles judiciaires et ainsi de suite. C'est une mauvaise décision, d'autant plus que l'Algérie, on est un pays qui est malheureusement loin des pays développés qui ont des moyens pour pouvoir faire face à cette pandémie. À mon sens, j'aurais pas, en tous les cas, fait cette démarche-là, je l'aurais pas adoptée. Plutôt, mais comme eux, ils n'ont pas une stratégie pour pouvoir, comme je l'ai dit, faire face à cette pandémie. Donc, eux, c'est un peu du bricolage et c'est du n'importe quoi. Voilà, restez avec nous, docteur Hamid Mhenni. Je reviens à vous dans un moment. Avec nous maintenant, docteur Mohamed Lamine Chiban depuis Ain Mlela. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, cher ami Jamal Eddine. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je salue toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba et tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, et surtout vos invités, mes confrères qui sont présents. Vous êtes 4 confrères aujourd'hui, 4 médecins avec nous pour parler de ce sujet. Alors, Mohamed Lamine Chiban. Pour votre effort et votre santé. Sincèrement, je vous Allah ya'takoum saha antouma, surtout, je le disais tout à l'heure à Amira, depuis l'Algérie, avec toutes les menaces qui pèsent sur vous, sur votre sécurité, sur votre liberté, sur votre tranquillité familiale. Et vous venez quand même chez nous pour vous exprimer, sachant ce que vous risquez. Barakallahu fikum ya'takoum saha. Nous avons besoin d'hommes et de femmes comme vous, ça réchauffe le cœur, comme on dit. Docteur Mohamed Lamine Chiban, cette décision de suspendre les cours pour 10 jours pour tous les élèves, tous les paliers, d'abord pourquoi 10 jours, ensuite la mesure en elle-même, dans un pays où il n'y a quasiment pas de confinement, il n'y a pas de port de masque, où il y a du monde partout, des bus bondés, des files d'attente interminables, des souks remplis de gens, de monde, aucune distanciation sanitaire. Et là, on choisit d'arrêter les écoles. Pourquoi? Qu'est-ce que ce régime a dans la tête? Puisque c'est sûr et certain que ce n'est pas une mesure de salubrité publique. À votre avis, docteur Mohamed Lamine Chiban? Chouf, c'est Jamal Eddine. Le fait d'arrêter les cours, bon, c'est pas propre à l'Algérie. En Jordanie, ils sont en arrêt de cours jusqu'au mois de février, jusqu'au 10 ou le 20 février. Donc la question d'arrêter les cours en elle-même, je ne pense pas que c'est un problème. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, si on arrête les cours, et comme l'a si bien dit Dr Mhenni, que je salue au passage de Genève, on arrête les cours pour laisser les bambins jouer dehors,
on n'a rien fait. Donc, ou bien on fait un travail sérieux, on agit sur le terrain, donc on arrête les cours, mais en même temps, parallèlement, c'est d'autres mesures qui devraient suivre. Autrement, on n'a absolument rien fait. Et là, pourquoi 10 jours? Là, je me pose moi-même la question. Si Jamal Eldin, vraiment, je me pose la question pourquoi seulement 10 jours. En fait, je voudrais au passage souhaiter un prompt rétablissement à M. Adel Jabbar au Canada. Merci. Voilà. Et bon, Merci. donc, ami Jamel, que vous savez que Lyon, les autorités sanitaires, ils ont annoncé 1552 contaminations, avec 10 décès, 49 aux soins intensifs. Bon, je me pose moi-même la question, il y a 1552 contaminés, quand on voit que le Maroc, aujourd'hui, ils ont dépassé les 9000 contaminés. Je remets Ça en veut dire doute que les chiffres ne doivent pas être oui, très oui. vrais, quoi. Je m'assume, je prends toutes mes responsabilités, mais vous multipliez par 5 au clé. Il n'y a pas de raison pour qu'au Maroc, ils sont à 9000, alors qu'ils sont à la vaccination, ils ont dépassé les 60%. Eux, ils sont vraiment en avance par rapport à nous, alors que nous, on n'a pas atteint les 13%. Au Maroc, ils déclarent, Lyon, ils ont déclaré plus de 9000 contaminations. Et nous, on a 1500. Il est vrai que les 1552, c'est ceux qui ont les moyens pour faire le test antigénique. Et au passage, test antigénique entre 2500 à 3000 dinars. Et là, j'interpelle les autorités pour venir en aide à ce peuple. Aounou, ce peuple, miskin, il est démuni. 3000 dinars, il aurait dire le test antigénique. Pardon, docteur Mohamed Lamine Chiben. Vous êtes en train de nous dire que les tests antigéniques coûtent 3000 dinars, ça veut dire à peu près le 10e du SMIG, et qui ne sont pas remboursés? Ah oui, dire tester Wallahi al-Adim, quand je vois certains qui me disent que je ne peux pas. Alors là, les 1552 contaminés qui sont déclarés par les autorités sanitaires, ça c'est ceux vraiment les nantis, les aldhom, pour aller faire le test antigénique. Mais vous pouvez multiplier par 5, on est comme les Marocains, nous avons la même population, encore plus que les Marocains, parce qu'ils ont fait les vaccinations terminales. Ils sont censés être mieux protégés puisque le taux de vaccination au Maroc est très élevé par rapport à l'Algérie. Ça n'a rien à voir, c'est disproportionné. Absolument, le taux de vaccination, il dépasse les 62-63% selon le site international ou World Data. Là, on a fait 13%. Les dernières voilà. Donc, 13% et d'après le docteur Ait Mohamed, le deuxième vaccin, il est de 0,1%. La deuxième vaccination. Je rappelle. Tout à fait. Sauf les 13%, là je parle du site international Our World in Data. Les totalement vaccinés, ceux qui ont fait 2 doses, c'est 13,2%. 13,2%, totalement vaccinés. Oui, d'accord. Alors que le Maroc, il est à 62,6%. C'est énorme. La différence est énorme. Alors, restez avec nous, Mohamed Lamine Chiben, puisque nous allons faire un tour de micro, justement, sur la vaccination, sur les doses de vaccins, les millions de doses de vaccins, entre 7 et 13 millions qui ont été perdues, qui sont périmées, sur cette absence de confiance de la population à l'endroit du régime. Ils ne font pas confiance, ils ne veulent pas se faire vacciner. Nous allons parler d'un peu tout ça autour des vaccins dans ce tour de micro. Et je reviens au docteur Hussein Ait Mohamed sur les vaccins. Qu'est-ce qui fait que ça marche si mal en Algérie, que les gens ne font pas confiance, qu'ils ne se font pas vacciner? Qu'est-ce qui fait que l'Algérie interdit à ses propres ressortissants d'entrer dans leur pays quand ils ne sont pas vaccinés, quand ils viennent de l'étranger, alors qu'au pays, personne ne se fait vacciner? Qu'est-ce qui fait le choix de ce vaccin qui n'est pas reconnu un peu partout dans le monde? Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas une autre alternative
à cette situation, docteur Ait Mohand? Monsieur Benchenouf, je voudrais quand même parler peut-être lentement pour que tout le monde on parle le même langage. Je rejoins Oui. mon confrère qui vient de finir et qui a dit des choses très Mohamed justes. Lamine Chiban. Oui. Mohamed Lamine Chiban, que j'aime beaucoup dans d'autres sujets que j'ai toujours appréciés. Bouraoui, n'en parlons pas. Notre confrère Mani de Suisse, voilà. Donc, franchement, aujourd'hui, je suis content parce que je les aime tous. Je ne les connais pas personnellement. C'est juste pour dire que le vaccin, il y a le premier vaccin, qui est 16% d'Algériens éligibles et qui ont fait le vaccin. 16%. Ceux qui ont fait 2 vaccins, c'est, comme il l'a dit, 13,1%. Donc, ça fait à peu près 5 millions de gens qui ont fait 2 vaccins et 7 millions si ceux qui n'ont fait qu'un seul. Maintenant, pour dire qu'on a fait une vaccination complète, et encore, l'avenir nous dira si c'est complet ou pas, c'est le rappel. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a 25 000 Algériens qui ont fait le rappel, c'est 0,1% qui sont vaccinés 2 fois plus un rappel. Est-ce que c'est clair? D'accord. Le rappel, ça veut dire vacciner 2 fois plus un rappel. Ça veut dire une 3e vaccination, en fait. Voilà. Alors, ce qui se passe, ce 3e vaccin, le rappel, n'était pas prévu. Il était prévu, voilà, peut-être qu'on va régler le problème de l'immunité contre le Covid avec 2. Il s'avère que on a dit non, l'immunité avec 2 vaccins, ça suffit pas. Alors, on se cherche toujours. La recherche nous fait changer de langage. Donc, les gens qui disent, une fois ils disent ça, une fois ils disent ça, les médecins, c'est pas les médecins, c'est les résultats de recherche et consensus mondial. Donc, il était question d'attendre à peu près 5 à 6 mois parce qu'on remarque que ça baisse, l'immunité a baissé. Finalement, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps d'arriver à 5-6 mois, qu'ils ont fait déjà un autre Covid. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, l'immunité n'était pas parfaite. Et on a rapproché la date jusqu'à 3-4 mois actuellement. On demande aux gens de faire aux environs des 4 mois, le rappel de le faire à 3-4 mois et non pas 6 à 7 mois. Voilà ce que je voulais éclaircir. La deuxième chose pour donner l'importance qu'il faut à cette vaccination, c'est le nombre en France avec l'actuel virus. Il est constaté que les gens comme Aïdé Bouraoui et tout le monde, le virus actuel n'est pas tellement aussi virulent que le Delta, etc. Et par contre, il est très puissant au point de vue propagation. Il se propage très vite, mais il n'a pas encombré les hôpitaux, la réanimation. Mais par contre, il reste des gens qui sont rentrés en réanimation. Et je vais vous donner une information capitale pour que les gens qui sont contre le vaccin l'assimilent bien. 9 sur 10 des hospitalisés en France, en réanimation, ils sont dans un état critique. 9 sur 10, ce sont des gens non vaccinés. Donc que les choses soient claires. Alors, je me permets de marquer une petite pause sur cette question parce que c'est très important. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue et que vous êtes en train de nous donner un chiffre absolument percutant. Vous nous dites que 9 malades, 9 personnes atteintes du Covid sur 10 ne sont pas vaccinées? C'est bien ce que j'ai compris? 9 sur 10 hospitalisés et sont dans une réanimation et dans un état grave. Ces gens-là, c'est 9 sur 10 sont non vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens vaccinés qui sont hospitalisés à cause du virus actuel. Et ce chiffre, il provient de quelle source? La source d'État français, c'est l'ARS, le ministère de la Santé. 9 sur 10 des patients dans le service de critique, de réanimation dans un état critique, ce sont des gens qui, 9 sur 10, ne sont pas vaccinés. C'est-à-dire pourquoi en Algérie y a-t-il ce refus obstiné de se faire vacciner? Pourquoi la plupart des Algériens sont anti-vax? Pourquoi, d'après vous?
moi, je ne peux pas répondre à la place. Il faut quand même qu'il y ait une équipe très compétente de faire des sondages et des Algériens sont très compétents pour nous trouver la chose. Moi, je vais vous dire une chose. Quand ils voient que l'État algérien ramène presque en exclusivité, même s'il y a un peu de tout, que du chinois, par exemple, le vaccin chinois, ça peut donner à réfléchir aux gens. Comment un pays qui a quand même du fric, même si on est en crise générale, ne peut pas avoir une panoplie d'autres vaccins. Il y a ça, le fait de ne pas choisir son vaccin, par exemple, et permettre aux médecins de proposer des vaccins divers comme dans le monde entier, ça donne à réfléchir. Et donc, c'est aux gens, des Algériens, sont médecins algériens, qui sont en contact quotidien avec les malades, qui doivent nous dire quelle est au moins l'apparence, la première des choses. Parce que quand vous voyez les Algériens partout en Algérie, quand le Covid a débuté il y a maintenant 2 ans et quelques, ils ont fait une mobilisation générale, ils ont désinfecté les villages, ils ont fait vraiment une mobilisation extraordinaire. Oui, mais après, il y a un coup qui a dégoûté les gens. Donc pour moi, la confiance ne règne plus entre les administrés algériens et les autorités. Parce qu'en plus, c'est un secret pour personne. Monsieur Tebboune est parti se soigner en Allemagne. Alors que les Algériens ne savaient plus, dans le temps, quand Tebboune est parti, il n'y avait pas beaucoup de vaccins à disposition de la population. Maintenant, c'est peut-être le cas, je pense. Donc tout ça, ça a coupé les derniers fils de confiance qui régnaient entre l'équipe dirigeante. Et alors maintenant encore, ces gens-là, la confiance l'ont perdue, les dirigeants, mais en plus, ils aggravent leur cas. Au lieu de remplir nos universités, remplir l'huile qui manque et tout, on remplit les prisons. Donc, à chacun sa philosophie. Restez avec nous, Hussein Ait Mohamed. Je reviens à vous dans un autre tour de micro. Je vous demanderai ce que vous préconisez en tant que médecin. Quels seront, selon vous, les meilleurs moyens, les meilleures voies et moyens afin de pouvoir inciter les Algériens à se faire vacciner ou à opter pour une quelconque attitude sanitaire. Je reviens à Amira Bouraoui, et vous avez l'avantage comme docteur Mohamed Lamine Chibane d'être en Algérie. Donc cette histoire de vaccin, Amira, d'abord, pourquoi les Algériens refusent-ils aussi obstinément de se faire vacciner? Alors, je suis complètement d'accord avec le dernier intervenant de mes confrères qui disait clairement qu'il y a une crise, tout à fait, qui disait qu'il y a une crise de confiance. Une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sortant d'une crise politique quelque part, comme quoi le politique parfois retentit sur tout et même sur le sanitaire, n'ont pas fait confiance. Ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont pas su convaincre, parce qu'ils n'ont pas convaincu politiquement, ils ne pouvaient pas convaincre de manière sanitaire. Donc à un moment où tout le monde était sceptique au début, lorsque le virus est arrivé, le vaccin qui est arrivé trop précocement. J'ai été médecin conseil, donc médecin à la sécurité sociale pendant 8 ans avant de devenir gynécologue. Hein. Donc je sais comment on autorise un médicament, donc autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Il va falloir qu'il montre ses preuves, etc. Mais là, on était dans l'urgence. On était dans l'urgence et tout le monde, tous les laboratoires se sont acharnés à donner la solution propice les premiers. Et puis on était là et on a tous été sceptiques au début en attendant les chiffres, bien entendu. C'est-à-dire en attendant les études. Quand, comme le disait mon confrère, quand la majorité des patients qui se retrouvaient en réanimation étaient des non-vaccinés, on a compris clairement
que ceux qui ne se faisaient pas vacciner, non pas, ils n'avaient pas de chance de choper le Covid, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer. On n'arrive pas à faire arriver l'information parce qu'on nous laisse pas parler en fait. On nous laisse pas parler, c'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions se font d'en haut, de manière dictatoriale. On fait pas de plateau télé, comme le disait un autre confrère, pour pouvoir en discuter, en débattre et mettre les arguments contre arguments. Et donc, on ne pouvait pas faire arriver l'information aux citoyens pour lui dire qui dire اللقاح نتاعك كي دير الفاكسان ماشي معناتها ما راكش رايح تمرض بالكوفيد تمرض بالكوفيد بصح ما تخلصش عليك في الانعاش تمرض كمان بالكوفيد بصح يدوز عليك خفيف pour lui dire tout simplement que كون دير اللقاح نتاعك يدوز عليك الكوفيد كيما جات لا غريب comme chaque saison hivernale. C'est ce qu'on voulait transmettre comme message, leur dire si tu te fais pas vacciner, tu vas finir en réanimation. Si tu te fais vacciner, tu vas quand même choper le Covid, mais tout va bien se passer pour toi. Cette information n'a pas pu être transmise parce que on nous a tous muselés, Monsieur Benchenouf. On nous a muselés, on nous laisse pas parler. C'est peut-être aussi ce choix du vaccin que les Algériens n'ont pas beaucoup apprécié. Ils auraient peut-être voulu un autre vaccin, une autre marque. Bon, après, on préfère les chaussures italiennes, même si les chaussures algériennes sont en pur cuir. Après c'est autre chose. Un président qui préfère aller se soigner en Allemagne plutôt que de se mettre entre les mains d'un médecin algérien, c'est autre chose. Ça, c'est un complexe qui remonte à quelques milliers d'années où on croit que ailleurs que l'herbe est plus verte ailleurs. Et non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a fait des études aussi. On est de bons médecins algériens, on a des informations, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce petit complexe et on nous pousse à être complexés. Non, moi je suis pas complexée, j'ai fait mes études de médecine, je sais analyser un cas clinique, je sais analyser des statistiques et on explique à chaque fois que le nombre de non-vaccinés en réanimation sont beaucoup plus nombreux que le nombre de vaccinés. Il se trouve que les chiffres en Algérie sont caducs parce que la majorité des Algériens ont refusé de se faire vacciner par crise de confiance et on revient à la crise de confiance politique. Lorsque les gouvernés ne font pas confiance aux gouvernants, eh ben ça entraîne des morts tout simplement. Et puis quand on vous dit 10 jours d'arrêt de cours, 10 jours d'arrêt de cours alors que nous, par anticipation, on sait très bien que l'apogée de la courbe, parce qu'on est en pente ascendante en ce moment, et l'apogée de la courbe n'arrivera qu'en fin février, début mars. Ils vont sacrifier les enfants pendant tout un trimestre. C'est juste pas possible. C'est impossible de sacrifier encore les enfants pendant tout un trimestre, alors que les enfants ne risquent absolument rien et les enseignants qui sont censés s'être fait vacciner ne risquent absolument rien. Nous avons décidé dès le départ de dire les malades qui sont multitarés sont censés se faire vacciner en premier. Vous savez, Monsieur Benchenouf, je suis allée avec ma sœur il y a quelques mois me faire vacciner dans le secteur sanitaire juste à côté de chez moi ici. Et le secteur sanitaire était vide. Il était vide. Il n'y avait pas de gens qui sont venus se faire vacciner. C'est pour ça qu'on est moins de 20% à être vaccinés en Algérie. Il y a un problème politique encore plus que sanitaire. Amina Bouraoui, le 29 septembre, le Premier ministre algérien a lancé en grande pompe la production nationale de vaccins avec la firme chinoise Sinovac. Finalement, à quoi ça sert de fabriquer des millions de doses quand celles qui ont été importées ont été détruites pour avoir été périmées parce que les Algériens refusent de se faire vacciner avec cette même marque de vaccin? Du gaspillage parce qu'à défaut d'avoir pu convaincre les gens. 18 millions de vaccins qui sont dans les caves alors que la vaccination est gratuite. La vaccination est gratuite et je vois autour de moi des gens faire la chaîne aujourd'hui parce que toutes les familles sont atteintes aujourd'hui par le Covid. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'est pas atteinte par Omicron. Il est à transmission, comme le disait mon confrère, à transmission, à contagiosité très importante. Et donc, il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas deux, trois. Moi-même, dans ma famille, si je dois considérer ma famille du côté maternel et paternel comme étant un échantillon de 100 personnes, j'ai perdu 2 personnes qui sont
sont assez jeunes de ma famille et qui représentent donc 2% de ma famille parce qu'elles ont refusé de se faire vacciner pour des raisons. Oui, l'Algérien, il faut qu'on se regarde dans la glace. Oui, l'Algérien. Parce que moi je suis en train de voir autour de moi les gens, c'est-à-dire le média public et les médias en général sont en train de dire que ce soit en Angleterre, en France, que ceux qui sont hospitalisés en réanimation sont en majorité non vaccinés. Et c'est une information et même la majorité de ceux qui sont non vaccinés, même si c'est pas une étude très claire parce que la majorité des Algériens ne sont pas vaccinés, mais ceci dit, ceux qui ne sont pas vaccinés sont en majorité à ceux qui rentrent en réanimation et à compliquer et à mourir. J'ai perdu 2 personnes qui sont jeunes dans ma famille parce qu'elles ont refusé de se faire vacciner. Il faut le dire clairement. Tu te fais pas vacciner, tu dois assumer tes responsabilités. Mais ceci dit, ceux qui sont censés convaincre via des médias, ce sont ceux, les médias algériens aujourd'hui ne sont pas en train de convaincre. Ils sont en train de botter en touche. On est en train de le voir aujourd'hui. Il y a cette crise de confiance et cette crise de confiance ne permet pas de la vaccination du plus grand nombre. Et aujourd'hui, Monsieur Benchenouk, je suis en train de voir qu'ils ont décidé de 10 jours d'arrêt des cours, alors qu'on sait très bien que l'apogée de la courbe va avoir lieu fin février, début mars. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Ils vont décider de sacrifier les enfants pendant tout un trimestre, parce que je pense aussi aux enfants qui ont déjà subi en 2020 pratiquement une année d'arrêt de cours. Ils vont encore leur imposer encore l'arrêt de cours. Nous sommes une génération déjà sacrifiée. Que va donner cette génération qui est en train de ne pas étudier dans 30 ans? Et restez avec nous, Amira Bouraoui. Docteur Hamid Mehenni, sur la vaccination, sur le choix de ce vaccin, sur les vaccins qui ont été périmés en millions, au même moment où ils ont lancé une production nationale de vaccins, le même vaccin qui a été périmé, celui de Sinovac. Pourquoi lancer une production de vaccins au moment où les vaccins importés n'ont pas été utilisés et ils ont été périmés, et on nous parle de peut-être 17 millions de vaccins perdus. Hamid Mehenni. Écoutez, moi, il y a une chose qui ressort de tout, et tous mes confrères l'ont dit, c'est le manque de confiance, le manque terrible de confiance dans ce pouvoir, et il y a, c'est clair et c'est net. Maintenant, par rapport au vaccin, là, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Je vous donne, et ça, c'est pas mes données à moi, c'est les données d'une étude qui va apparaître dans le British Medical Journal. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit que en utilisant le vaccin Sinovac chez le personnel soignant et des médecins en Thaïlande, à peu près, ils ont pris 185. Sur les 185, il y a eu 60% qui avaient des anticorps à 1 mois. Après 3 mois, il y a eu 12%. Vous voyez, 12%, c'est faible. Et d'autres études que j'ai eu accès, il y a une étude qui est apparue dans Clinical Infectious Disease, qui est un journal, le porte-parole des maladies infectieuses aux États-Unis, de l'association des infectiologues aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le vaccin Sinovac, que nous on utilise en Algérie, n'est pas capable de neutraliser l'Omicron, le variant Omicron. Alors que le Pfizer, il peut le neutraliser s'il y a suffisamment un taux d'anticorps qui soit suffisamment significatif, c'est-à-dire il est important. Par exemple, 2-3 fois la quantité habituelle. Il y a d'autres études qui ont comparé, par exemple, même aux États-Unis, le vaccin Pfizer contre le vaccin Johnson & Johnson versus le variant Omicron. Eh bien, le vaccin Pfizer était capable de neutraliser une bonne partie du variant Omicron, mais pas celui de Johnson & Johnson. Et donc, le vaccin de Johnson & Johnson, il a été relégué. Maintenant, si on revient en Algérie, sur la base de toute cette observation, toutes ces études, etc., je remarque que
Et je vous fais remarquer qu'il n'y a jamais eu d'études qui montrent est-ce qu'il y a eu d'anticorps, combien il y a eu d'anticorps, combien les anticorps ont duré, et ainsi de suite, pour proposer un calendrier vaccinal pour les personnes qui veulent se vacciner et qui vont vers cette direction. Donc, si vous ne prenez pas au sérieux, moi, d'un côté, j'aurais été en Algérie, pourtant je suis médecin, j'aimerais bien être vacciné, mais j'aimerais bien aussi être bien vacciné. Moi, j'aurais proposé une autre stratégie, et je vais vous la dire. Moi, j'aurais acheté, par exemple, le vaccin de Moderna. Regardez, avec 3 doses de Moderna, vous pouvez vacciner 10 personnes. 10 personnes. Pourquoi ? Parce que le vaccin de Pfizer, c'est 30 microgrammes par vaccin, par dose, et le vaccin de Moderna, c'est 100 microgrammes. Or, les personnes qui ont eu le vaccin Moderna, souvent, ils ont eu des effets indésirables, et puis le niveau d'anticorps est beaucoup plus élevé. En revanche, si vous mettez, d'ailleurs ici en Suisse, maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent 30 microgrammes de Moderna. Donc, remarquez, je vous donne uniquement en termes de coût. Une dose de Moderna coûte $37. Mais si vous achetez 3 et vous les utilisez pour 10, vous leur donnez une dose suffisante pour avoir des anticorps et une immunité. Ça va vous coûter un peu plus. Comment on va faire ? On va utiliser la même seringue pour pas... Pas du tout. Ça, en fait, c'est des patchs, c'est des batchs. C'est des ampoules qui contiennent, par exemple, 20 doses, 100 doses, etc. Mais au lieu d'utiliser 30 microgrammes, au lieu d'utiliser 100 microgrammes, vous utilisez 30 microgrammes. Et ce que je déplore, c'est qu'en Algérie, ils n'ont jamais fait d'études, n'ont pas essayé de réfléchir. En Suisse, ils ont réfléchi, ils sont arrivés. Au lieu d'acheter plusieurs doses, non, avec 3 doses, ils vaccinent 10 personnes. 3 doses, ils vaccinent 10 personnes. La dose, elle finit par revenir un peu plus que $10. L'équivalent du vaccin Sputnik, qui est vendu à peu près vers $10 à l'Algérie ou les autres. Et vous aurez l'efficacité, probablement vous aurez l'acceptation. Je suis d'accord avec le docteur Ait Mohamed quand il dit qu'il faut aller faire des études, les sociologues ont dû sortir pour essayer de comprendre le phénomène, pourquoi les gens hésitent ou ne veulent pas se vacciner. Je ne crois pas que les Algériens sont des anti-vaxxers. C'est des gens qui sont censés, etc., mais ils n'ont pas été convaincus. Et puis, ils lisent. Et ils ont accès à de l'information scientifique, médicale, etc. Regardez en France ce qui s'est passé. Djemeldine, vous vivez en France, vous savez très très bien que le vaccin, par exemple, de AstraZeneca, à un moment donné, en France, on n'en voulait plus. Et ils l'ont donné à des pays africains, parce que les gens ne voulaient plus de ce vaccin. Et donc, pour essayer de diminuer cette réticence, ils ont opté pour le Pfizer et le Moderna. Donc, il faudrait essayer, comme l'a dit le docteur Ait Mohamed, c'est de faire une étude pour comprendre pourquoi. Mais les tenants du pouvoir en Algérie, eux, ils s'en foutent. Ils ne travaillent pas avec la science n'existe pas avec eux. Donc, du coup, ils ne regardent pas. Et probablement, même les conseillers ne sont pas suffisamment costauds ou ils ne sont pas du tout écoutés, parce que je ne crois pas qu'il y a des personnes qui sont quand même censées, etc., qui peuvent leur expliquer une stratégie vaccinale pour avoir une bonne couverture. Et restez avec nous, docteur Hamid Menni, pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, Mohamed Lamine Chibane, sur cette phobie des Algériens pour le vaccin, est-ce que c'est un rejet du vaccin, en tant que tout? Est-ce un rejet de ce vaccin en particulier, parce qu'il est chinois, parce qu'ils n'ont pas le choix de choisir entre ce vaccin et d'autres vaccins? Est-ce que c'est juste manque de confiance venant à l'endroit de ce régime, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise? D'après vous, vous qui êtes au pays, Mohamed Lamine Chibane? On en a déjà parlé, effectivement, il y a une rupture de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Mais, Jamel El-Din, je voudrais tout à l'heure, vous avez parlé du courage de certains qui parlent d'Algérie. Si Jamel El-Din, le savoir avec peur égale
perte de la dignité. Alors, la liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales et l'un des droits élémentaires des droits de l'homme. Si nous voulons défendre la démocratie et l'acte citoyen, malheureusement, l'île Assaf Jamaldine, je sors du sujet, nous avons une opposition disciplinée, une classe politique aux ordres du maître, et ayant perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. De même que ces citoyens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais là, il a si bien dit Dr Mhenni, Dr Mohamed justement. Mais permettez-moi, Jamaldine, encore une fois, de m'incliner devant des collègues que nous venons de perdre récemment, ces blouses blanches qui, avec beaucoup de dévouement, ils continuent à payer un lourd tribut. Alors je rends hommage au docteur Salah Filhadi, que nous venons de perdre, qui est un radiologue, et le docteur Laïfa Karim Ben Annaba, qui est un spécialiste en gastro-entérologie. J'interpelle encore une fois les autorités. Mettez à la disposition des confrères, des consoeurs, des masques FFP2. Mais Batounèche comme des journaux lorsqu'il y a eu les incendies à Tizi Ouzou en Kabylie avec des pelles. C'est des êtres humains, ces médecins. Nous perdons tous les jours des médecins. Alors pour une fois, le ministre de la Santé, il avait déclaré récemment à l'APN qu'il va augmenter concernant les hôpitaux pour les concentrateurs d'oxygène et tout ça. J'espère qu'il compte la réalité. J'ai une nièce qui est médecin, elle est au CHU Mustapha, elle met double les masques ordinaires. Donc, une jeune fille qui a à peine 20 ans, pourquoi? Et justement, ces médecins que nous perdons tous les jours, nos collègues, et qui réclament une prime Covid qui vient en retard, qui réclament à ce que l'assurance des Covid soit une assurance maladie, qui n'est pas encore la bonification de la retraite. Tout ça, il est temps, messieurs, les responsables, de défendre ce corps médical qui a tant défendu ce peuple et qui, malheureusement, il est toujours délaissé. Et voilà, quand on voit un médecin qui touche le SMIG, un médecin qui touche le SMIG, alors qu'une infirmière en France, ou le docteur Mohamed Khermeni ou le docteur Mhenni, il touche une infirmière qui touche 40 millions. Nous avons 4-5 millions. C'est 8 millions, ces médecins. Et on leur demande maintenant, est-ce que vous savez, si jamais le deal, si vous permettez, la moitié du personnel de service cardiologie, c'est le professeur Ben Khadda Salim qui le dit, la moitié du personnel de santé du service cardio CHU Mustapha sont contaminés. Vous souvenez c'est l'apocalypse. Pardon, docteur Mohamed Lamine Chibane. Salim Ben Khadda a déclaré donc que la moitié du personnel du service cardio est contaminé. La moitié, 50%. Contaminé, la moitié. Ils ne peuvent même pas prendre en charge, maintenant ils ont des problèmes pour prendre en charge leur cardiaque, les malades qui sont en service cardiologie. C'est incroyable. Je me permets de vous interrompre, docteur Mohamed Lamine Chibane. Nous allons faire un dernier tour de micro. Je me permets, je vous ai un peu abrégé de votre temps. Vous allez avoir 2 minutes chacun pour nous dire le mot de la fin pour chacun de vous, ce que vous espérez, ce que vous recommandez ou ce que vous pensez, tout simplement. Nous allons commencer par le docteur Hussein Ait Mohamed. En moins de 2 minutes, s'il vous plaît, docteur Hussein Ait Mohamed. Si en moins de 2 minutes, je vous trouve les solutions pour l'Algérie, je ne suis pas un génie, je vais être un super génie. Bon, donc... Ah oui, pour ça. J'ai aucune prétention, ماذا بكم تعطونا شوية وقت زيادة سي باش ولا الحكام نتاع المغاربيه يعطونا exceptionnellement. خلاص vous venez de le décider, on va monter à 3 minutes. On va prendre un peu de temps de l'émission qui vient après nous. Ma proposition, elle est simple. Il faut qu'on profite de cette position نتاع الهم هذا نتاع الكوفيد والمشاكل في الجزائر رايحة وتتكمل. Il faut qu'on décide une fois pour toutes s'occuper de la santé en Algérie. La première des choses, نحبسوا الكذب. Bouraoui l'a dit tout à l'heure,
ils n'ont pas le droit de la parole avec Mohamed Amin Chibel qui sont sur le truc. C'est des gens comme vous qu'on ne voit pas à la télévision algérienne, ni dans les journaux algériens. Mais quel rien que les mêmes, surtout avec le face de Karem, il y a les chiffres, on a 8 morts par jour. Comment un médecin puisse arriver à se déculotter devant les autorités algériennes et à la télévision? Comment un médecin comme Bekri, même qui connaît le misérien, qu'on a refait dans le reste. Bref, je passe. Un état des lieux honnête. Les médecins doivent participer à toutes les commissions pour donner les chiffres exacts d'épidémiologie en Algérie. Wesh هذا صحاب القماق نتاع Alger qui doivent décider واش كاين في وردله ولا في تبسه ولا في مغنيه. Il y en a marre. Il faut que les gens décentralisent un peu les affaires. D'ailleurs, c'est économique et tout. Il faut qu'on décentralise la décision. Donc, il y a des les structures de santé. Combien de structures il y a? Est-ce que le privé, j'ai aucune preuve contre eux, est-ce qu'il participe aux actions de prévention en Algérie? Parce qu'il n'y a pas le Covid, c'est une goutte. Il y a encore des maladies infectieuses qui vont arriver, il y a l'hépatite C, il y a la drogue, il y a la malnutrition maintenant de plus en plus, puisque il y a la drogue qui va faire des ravages en Algérie bientôt. Et puis la deuxième chose, concernant le Covid. Même le Covid, j'étais dans le service de maladies infectieuses, je participe. Ici, j'ai dit plusieurs fois avec vous, M. Benchenouf, et avec aussi vos collègues, ce qui se passe en Algérie, il arrive toujours un mois après l'Europe. Donc, on a quand même du travail mâché. Qui le Delta, qui le nouveau Omicron, déjà bon, il faut qu'on voit ce qui se passe. Le boulot, il nous le mâche. Donc, on se prépare. Non. Alors, Bouraoui et puis Amin Chibel, je voulais vous dire, je vous rappelle à tout le monde et ouvertement, j'espère que je ne vais pas rentrer en prison pour ça, mais une rectification, je n'ai pas peur d'entrer en prison. Parce que chez moi, mon algérianité, ni Tebou ni Ben Chengreha, ne peuvent me la diminuer. Il n'y a que le cimetière, quand je mourrai, je ne serai plus algérien. Mais tant que je suis vivant, l'Algérie, c'est mon pays. Britou ou la Britouche. Et le Bref, je passe. Je vous rappelle que le traitement... très vite, docteur, parce que nous sommes vraiment pressés par le temps. Je vais arrêter, j'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai terminé. C'est une bombe que je vais rappeler aux Algériens. L'hydroxychloroquine que l'Algérie a utilisée à outrance, notamment au Qatar et certains hôpitaux algériens, a été utilisée au détriment de la logique scientifique du monde entier. Même maintenant, il va passer en justice le responsable de l'escroquerie à l'hydroxychloroquine. Donc, Bouraoui et toute l'équipe, il faut bouger. Il y a des gens qui sont cardiopathes à cause de l'effet secondaire de l'hydroxychloroquine. Je passe pour le reste. Je veux dire que, comme a dit Mehdi, c'est qu'il faut une étude strictement algérienne. On a des anticorps qui ne sont pas obligatoirement les mêmes que les Européens ou les Américains. Ceci étant, ça peut servir même pour l'antibiothérapie. Pourquoi voulez-vous qu'on prenne le Vidal international? Pourquoi on ne peut pas inclure les résultats algériens? Eh bien, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler dans une autre émission. Docteur Hussein Etouane, merci beaucoup. Et pardonnez-moi. Oui. Merci. Merci à vous. Merci et pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Docteur Amira Bouraoui, au moins 3 minutes vraiment, parce que nous sommes vraiment au bord de la dispute avec la régie. Non, j'offre mes 2 minutes restantes à mes confrères. Je prends juste 1 minute. Gentil. Je rends hommage à la science. Je rends hommage à mes confrères. Je rends hommage à ceux qui ont su allier la science à la politique. Je rends hommage à ceux qui ont été médecins et politiques en même temps. Je rends hommage à Frantz Fanon,
qui a soutenu le FLN avec son doctorat de psychiatre. Je rends hommage à tous mes confrères. Je rends hommage à Che Guevara qui a été étudiant en médecine. Je rends hommage à ceux qui ont voulu sauver l'humain tout en sauvant le politique en même temps. Et quand le politique s'oppose à l'humain, il peut pas s'en sortir. Je rends hommage à Farhat Abbas, qui était pharmacien, qui a été pharmacien exilé. Je rends hommage à mes confrères et à la science. Plus que tout, vaccinez-vous, sinon vous allez mourir, tout simplement. Voilà, et bonne soirée. Merci. Merci Amira Bouraoui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour écouter vos confrères. Dr Hamid Mhenni, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Vous savez que la santé dans les pays qui se respectent, la santé fait partie de la sécurité nationale. C'est tout comme la nourriture. Mais en Algérie, les militaires, ils ont décrété... D'ailleurs, il n'y a aucun médecin qui siège dans le Conseil de sécurité nationale, ne serait-ce que pour qu'il donne son avis, puisqu'apparemment, c'est une institution consultative. Mais là, en Algérie, malheureusement, vous ne trouverez pas un médecin qui siège dans cette institution. Et l'alimentation aussi, ça fait partie de la sécurité nationale, tout comme l'armée. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi les médecins ne siègent pas dans cette institution. Le deuxième élément que j'aimerais dire, surtout là, je m'adresse au peuple, si vous ne voulez pas vous vacciner, peut-être que vous avez raison, mais au moins, prenez des mesures pour ne pas contaminer d'autres personnes et ne pas vous contaminer vous-même. Respectez les mesures de barrière, les masques, le lavage des mains, etc. Toutes ces mesures-là sont efficaces et restent efficaces. Maintenant, quant au personnel médical, franchement, je rends hommage à tout le personnel de santé, quelle que soit sa position, surtout ceux qui ont payé de leur vie, comme l'a dit Mohamed Lamine Chiban, docteur, mon confrère, ils l'ont payé de leur vie. Et le risque, ce pouvoir ne les protège pas suffisamment et on risque de voir d'autres personnes perdre leur vie comme ça. Et on est pratiquement le seul pays au monde qui continue de perdre ses médecins. Et puis bon, pour finir, j'aimerais rendre hommage aussi à tous les prisonniers de conscience que je soutiens, que je suis de cœur et d'âme et tout avec eux. Et on espère que le peuple sortira de nouveau pour pouvoir se libérer de cette situation où il est tenu comme otage par une bande qui soi-disant gouverne, alors qui sont là en train de délapider les deniers publics, de ne pas faire ce qu'il faudrait faire. Et merci pour l'invitation et salutations. Merci à vous, merci beaucoup. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Docteur Mohamed Lamine Chiban, le mot de la fin. Oui, rapidement, je voudrais ajouter à ce qu'a dit notre consoeur, rendre hommage à M. Ben Khadda Ben Youssef, le deuxième vice-président du GPR pharmacien. Rendre hommage au docteur Lamine de Barine, qui devait présider l'offre, qui devait présider voilà. À vous, c'est une fierté pour l'élite. Et rendre hommage au docteur Lamine Khan, qui était ministre du GPRA et qui est médecin. Et rendre hommage à tous les professeurs en médecine qui sont encore en vie et qui sont décédés. Alors là, on peut les citer. Je voudrais une chose ajouter, si j'aime le dire rapidement. Le professeur Brouri, que je salue au passage, avait lancé un manifeste qui a présidé le collectif des médecins et à leur tête, donc Brouri, il avait interpellé à libérer les détenus d'opinion dans les plus brefs délais. La crainte de contamination, la promiscuité, l'insalubrité dans les prisons. Cher ami, le pasteur école, le microbe, c'est rien, c'est le terrain tout. Donc, qui dit microbe, dit virus, c'est le terrain qui est tout. Donc, aux autorités de nettoyer notre ville.
Et est-ce que vous savez, Jamal Eddin, qu'au CHU Mayo, à Bab el-Oued, ils ont consommé durant la 3e vague par jour 10 000 litres d'oxygène. Oui. Oui, docteur Mohamed Lamine Chibane. Que le pic ne va pas tarder et que nous allons rentrer, Inch'Allah, le plateau, et puis ça va être la... Nous sommes en train de vous perdre, la communication est très mauvaise. La communication est très mauvaise. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci beaucoup. Docteur Hamid Mhenni, merci beaucoup. Docteur Amira Bouraoui, merci beaucoup. Docteur Houssinait Mohand, merci beaucoup à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rabbi ya'tikum al-khair.